ça, il ressemble vraiment à un yéti. Alors, commençons la lecture. Les nombres imaginaires sont indispensables à la théorie quantique pour décrire le monde. Les nombres imaginaires sont une astuce mathématique étonnamment efficace pour mener des calculs, mais ils seraient bien plus que cela. Sans eux, la théorie quantique standard est incapable de décrire certaines expériences. Certaines questions étonnantes peuvent conduire à des réflexions profondes sur la nature des choses. Il y a 3 ans, 2 d'entre nous, Antonio Assine et Marc-Olivier Renoux, discutaient dans un bureau à l'Institut des sciences photoniques près de Barcelone. Il y a un sujet dont je voulais parler avec toi, a commencé Antonio. C'est un problème que Miguel Navasquez et moi essayons de résoudre depuis des années. La théorie quantique standard peut-elle fonctionner sans les nombres imaginaires? Quand on multiplie par lui-même, on dit aussi mettre au carré un nombre réel, qu'il soit positif ou négatif. Le résultat est toujours positif. Cette opération ne produit jamais un nombre négatif, et pourtant certains problèmes algébriques semblaient requérir l'impossible. Les mathématiciens ont alors trouvé de façon spécifique des nombres qui, mis au carré, donnent un résultat négatif. Ces nombres dits imaginaires et leur généralisation, les nombres complexes, se sont imposés dans tous les domaines des mathématiques, car ils ont ouvert de nouveaux champs de recherche et facilitent la résolution de diverses questions difficiles. Les physiciens les ont aussi adoptés, car ils simplifient les calculs. Mais très vite, les scientifiques se sont interrogés sur la nature des nombres complexes. De la même façon que l'on considère que les nombres entiers ont une certaine réalité dans la mesure où ils sont utilisés pour énumérer des objets physiques. Qu'en est-il des nombres complexes? Sont-ils juste un outil pour alléger les opérations ou sont-ils davantage? Peut-on s'en passer ou sont-ils indispensables? Toute la physique classique peut se formuler sans les complexes. Il ne serait donc qu'une aide de calcul. Mais du côté de la mécanique quantique, la situation n'est pas aussi claire. La version la plus courante de la théorie repose sur les nombres complexes. Mais si nous nous limitons aux nombres réels, nous obtenons une nouvelle théorie
siècle, plusieurs équipes ont montré que cette version réelle de la théorie quantique était capable de modéliser correctement les résultats d'une vaste classe d'expériences quantiques. Ces résultats ont conduit de nombreux scientifiques à penser que la théorie quantique réelle était en mesure de décrire n'importe quelle expérience quantique. Le choix de travailler avec des nombres complexes plutôt qu'avec des nombres réels ne reposerait donc pas sur une nécessité physique. Il s'agissait simplement d'une question de commodité mathématique. Pourtant, cette conjoncture n'a pas été éprouvée. Pouvait-elle être fausse? Après cette discussion dans le bureau d'Antonio Assin, nous avons lancé un projet sur plusieurs mois pour réfuter la théorie quantique réelle. Nous avons fini par trouver une expérience quantique pour laquelle les modèles quantiques réels ne sont pas capables d'expliquer les résultats. Notre découverte implique que les nombres imaginaires sont un ingrédient essentiel de la formulation standard de la théorie quantique. Sans eux, la théorie perdrait une partie de son pouvoir prédictif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela suggère-t-il que les nombres imaginaires existent d'une manière ou d'une autre? Cela dépend du sérieux avec lequel on prend l'idée que les éléments de la théorie quantique standard ou de toute autre théorie physique existent et qu'ils ne sont pas simplement des recettes mathématiques pour décrire des observations expérimentales et faire des prédictions. Rivalité mathématique. L'histoire des nombres complexes a commencé au début du XVIe siècle, lorsque le mathématicien italien Antonio Maria del Fiore a provoqué en duel le professeur Niccolo Fontana Tartaglia, le bègue. À l'époque, en Italie, il était possible de défier un professeur de mathématiques dans un duel mathématique. Et si on l'emportait, on récupérait le poste de son adversaire. Incroyable. C'est marrant. En conséquence, les mathématiciens avaient tendance à garder leurs découvertes pour eux, ne déployant leurs théorèmes corollaires et lemmes que pour gagner des batailles intellectuelles. Sur son lit de mort, le mentor de Fiore, Scipione del Ferro, avait donné à son disciple une formule pour résoudre les équations de la forme x puissance 3 plus ax égale b, également connue sous le nom d'équation cubique. Fort de la technique de son maître, Fiore présenta 30 équations cubiques à Tartaglia et le mit au défi de trouver la valeur de x dans chaque cas. Que sont les nombres imaginaires? Un nombre imaginaire, quand on le multiplie par lui-même, donne un résultat négatif. Les nombres complexes combinent un nombre imaginaire et un nombre réel. Les nombres réels incluent les nombres rationnels qui s'écrivent comme le rapport de deux nombres entiers et les nombres irrationnels qui ne peuvent pas s'écrire de cette façon. Les entiers positifs négatifs avec le zéro sont un sous-ensemble des nombres rationnels. Les entiers naturels sont les nombres entiers positifs. Or, Tartaglia découvrit la formule peu de temps avant le concours.
résolut les problèmes et remporta le duel. Plus tard, il confia sa formule au médecin et scientifique Jérôme Cardan, Gerolamo Cardano en italien, qui lui promit de ne jamais la révéler à quiconque. Malgré son serment, Cardan trouva une preuve de la formule et la publia sous son nom. La formule compliquée contenait 2 racines carrées, l'opération inverse de mètre au carré, de sorte qu'il était entendu que si les nombres à l'intérieur des racines étaient négatifs, l'équation n'aurait pas de solution, car il n'existe pas de nombre réel qui, au carré, produise un nombre négatif. Au milieu de ces intrigues, un autre savant, Raphaël Bombei, fit l'une des découvertes les plus célèbres de l'histoire des mathématiques. Il trouva des équations cubiques dont il connaissait des solutions et pour lesquelles la formule de Delvero Tartaglia Cardan exigeait néanmoins le calcul de la racine carrée d'un nombre négatif dans une étape intermédiaire. Bombei comprit qu'il était possible de mener le calcul à son terme avec la formule en admettant qu'il existe un nouveau type de nombre dont le carré est égal à -1. En supposant que les variables de la formule étaient de la forme a plus racine -1 fois b, où a et b sont des nombres normaux, alors les termes multipliés par racine de -1 finissent par s'annuler et le résultat est la solution normale de l'équation. Au cours des siècles suivants, les mathématiciens ont étudié les propriétés des nombres de la forme a plus racine de -1 fois b, appelés complexes. Au XVIIe siècle, Descartes a introduit la notation i égale racine de -1, le nombre imaginaire, pour l'opposer aux nombres normaux, qu'il nommait réels. Les mathématiciens utilisent encore cette technologie aujourd'hui. Les nombres complexes se sont révélés être un outil fantastique, non seulement pour résoudre des équations, mais aussi pour simplifier les mathématiques de la physique classique, c'est-à-dire la physique développée jusqu'au XXe siècle. L'électromagnétisme et la compréhension classique de la lumière en sont un exemple. Il est plus commode de décrire la lumière comme des champs électriques et magnétiques complexes en rotation que comme des champs réels oscillants, bien qu'il n'existe pas de champ électrique imaginaire. De même, les équations qui reproduisent le comportement des circuits électroniques sont plus faciles à résoudre si l'on prétend que les courants électriques ont des valeurs complexes. Et il en va de même pour les ondes gravitationnelles. Avant le XXe siècle, toutes ces opérations avec des nombres complexes étaient surtout considérées comme des astuces mathématiques. Dans tous les cas, les termes imaginaires finissent par disparaître et leur grandeur physique est mesurable, température, position des particules, champ, etc., sont des nombres réels, des vecteurs ou des fonctions réelles. La mécanique quantique, une théorie physique introduite au début du XXe siècle pour comprendre le monde microscopique, allait radicalement remettre en cause cette situation. Une présence qui irrite. Dans la théorie quantique standard, l'état d'un système physique est représenté par un vecteur de nombres complexes, nommé fonction d'onde. Dès le départ, ce recours aux nombres complexes
1926, Schrödinger a écrit: ce qui est désagréable ici est en fait directement contestable, c'est l'utilisation de nombres complexes. Il est certain que la fonction d'onde est fondamentalement une fonction réelle. Au début, le malaise de Schrödinger semblait simple à résoudre. Le physicien a reformulé la fonction d'onde en remplaçant un seul vecteur de nombre complexe par deux vecteurs réels. Schrödinger insistait sur le fait que cette version était la vraie théorie et que les nombres imaginaires n'étaient qu'une simple commodité. Depuis, les physiciens ont trouvé encore d'autres moyens de réécrire la mécanique quantique en se fondant uniquement sur les nombres réels. Mais aucune de ces alternatives ne s'est jamais imposée. La théorie quantique standard, avec ses nombres complexes, dispose d'une règle pratique qui permet de représenter facilement la fonction d'onde d'un système quantique composé de nombreuses parties indépendantes. Une caractéristique qui fait défaut à ces autres versions. Que se passe-t-il alors si nous limitons les fonctions d'onde au nombre réel et conservant la règle quantique habituelle pour composer des systèmes avec de nombreuses parties? À première vue, pas grand-chose. Lorsque nous exigeons que la fonction d'onde et les opérateurs aient des entrées réelles, nous obtenons ce que les physiciens appellent souvent la théorie quantique réelle, qui est très similaire à la théorie quantique standard. Si nous vivions dans un monde quantique réel, nous pourrions encore effectuer des calculs quantiques, nous envoyer des messages secrets en échangeant des particules quantiques et téléporter l'état physique d'un système subatomique sur des distances intercontinentales. Toutes ces applications sont fondées sur les caractéristiques contre-intuitives de la théorie quantique, telles que les superpositions, l'intrication et le principe d'incertitude, qui sont toujours présentes dans la théorie quantique réelle. Parce que cette formulation incluait ces caractéristiques quantiques incontournables, les physiciens ont longtemps supposé que l'utilisation de nombres complexes dans la théorie quantique était fondamentalement une question de commodité et que la théorie quantique réelle était tout aussi valide que la théorie quantique standard. Et ce matin d'automne 2020, dans le bureau d'Antonio Assin, nous avons commencé à nous demander si cela était vrai. Falsifier la théorie quantique réelle. Pour réfuter la théorie quantique réelle, nous devions concevoir une expérience dont les prédictions seraient différentes dans les deux théories. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un précédent historique. Bien qu'il soit l'un des fondateurs de la théorie quantique, Albert Einstein n'a jamais cru que notre monde était aussi contre-intuitif que la théorie le suggérait. Il pensait que même si la théorie quantique faisait des prédictions exactes, elle devait cacher une théorie plus profonde dans laquelle ses particularités apparemment paradoxales seraient résolues et cette théorie serait classique, c'est-à-dire que l'état physique d'une particule élémentaire serait entièrement déterminé et ne serait pas fondé sur des probabilités. Nous savons aujourd'hui que l'intuition d'Einstein était erronée, car toutes les théories classiques de ce type ont été falsifiées. En 1964, le physicien John Bell a montré que certains effets quantiques ne pouvaient être décrits par aucune
aujourd'hui nommé test de Bell, qui implique deux protagonistes, Alice et Bob, travaillant dans des laboratoires distincts. Une personne située dans un troisième lieu envoie à chacun d'eux une particule qu'il mesure indépendamment. Bell a prouvé que dans toute théorie classique aux propriétés bien définies, le type de théorie qu'Einstein espérait voir s'imposer, les résultats de ces mesures obéissent à certaines conditions connues sous le nom d'inégalité de Bell. Ensuite, John Bell a prouvé que ces conditions sont violées dans certaines configurations, où Alice et Bob mesurent un état quantique particulier dans lequel les particules sont dites intriquées. La propriété importante est que les inégalités de Bell sont valables pour toutes les théories classiques auxquelles on peut penser, aussi alambiquées soient-elles. Par conséquent, des expériences dont les résultats violent cette inégalité suffisent à réfuter toutes ces théories. Divers tests de Bell réalisés en laboratoire depuis lors ont permis de mesurer exactement ce que prédit la théorie quantique. En 2015, des expériences de Bell effectuées à Delft, aux Pays-Bas, à Vienne, en Autriche et à Boulder, au Colorado, ont réussi à le faire, tout en comblant les lacunes que les projets précédents avaient laissées ouvertes. Ces résultats ne nous disent pas que notre monde est quantique. Ils prouvent plutôt que, contrairement à ce que pensait Einstein, il ne peut être régi par la physique classique. Pourrait-on concevoir une expérience similaire à celle de Bell qui exclurait la théorie quantique fondée sur les nombres réels? Pour relever ce défi, nous avons d'abord dû imaginer une expérience standard de théorie quantique dont les résultats ne peuvent pas être décrits par les mathématiques de la théorie quantique réelle. Cette expérience de pensée devait ensuite être mise à l'épreuve au laboratoire pour voir si les mesures confirmaient les prédictions de la théorie standard. Avec ce projet, nous espérions convaincre de façon définitive les plus sceptiques que le monde n'est pas décrit par la version réelle de la théorie quantique. Notre première idée, la plus simple, était d'essayer d'améliorer l'expérience originelle de Bell pour falsifier la théorie quantique réelle. Malheureusement, deux études indépendantes publiées en 2008 et en 2009, l'une par Carol Ipal et Tamas Vertesi et l'autre par Matthew McCagg, Michel Mosca et Nicolas Jessin, avaient montré que cela ne fonctionnerait pas. Ces chercheurs avaient mis en évidence que la théorie quantique réelle prédisait les mesures de n'importe quel test de Bell possible, aussi bien que la théorie quantique standard. Ces résultats ont été un argument fort pour convaincre la plupart des scientifiques que la théorie quantique réelle était irréfutable. Il fallait trouver autre chose. Un test efficace. 2 mois après notre conversation, notre petit projet avait rassemblé 8 physiciens théoriciens de Casteldefels, Genève et Vienne. En novembre 2020, nous avons trouvé une expérience dans la théorie quantique standard, donnant des résultats qui ne peuvent pas être décrits par la théorie quantique réelle. L'idée était d'abandonner le scénario standard de Bell, dans lequel une source unique distribue des particules à plusieurs parties distinctes, et d'envisager une configuration avec plusieurs sources indépendantes. Nous avions observé que dans un tel scénario, connu des physiciens sous le nom de réseau quantique, la méthode Pal-Vertesi-McCagg
Mosca-Jinsin n'est pas en mesure de décrire les résultats expérimentaux prédits par la théorie quantique standard avec les nombres complexes. C'était un début prometteur, mais ce n'était pas suffisant. À l'instar de ce que Bell a accompli pour les théories classiques, nous devions exclure l'existence de toute forme de description quantique réelle, aussi subtile et alambiquée soit-elle, susceptible d'expliquer les résultats des expériences sur les réseaux quantiques. Dans un premier temps, nous avons envisagé des réseaux complexes impliquant 6 expérimentateurs et 4 sources. Finalement, nous avons opté pour une expérience quantique plus simple, avec 3 expérimentateurs distincts appelés Alice, Bob et Charlie, et 2 sources de particules indépendantes. La première source envoie 2 particules de lumière, photons, l'une à Alice et l'autre à Bob. La seconde envoie des photons à Bob et Charlie. Ensuite, Alice et Charlie choisissent une direction pour mesurer la polarisation de leurs particules, soit horizontale, soit verticale, tandis que Bob mesure ces 2 particules. En répétant cette opération à plusieurs reprises, nous pouvons établir un ensemble de données statistiques montrant la fréquence de corrélation des mesures d'Alice et de Charlie. Théorie complexe ou réelle. Pour savoir si les nombres complexes sont indispensables à la théorie quantique, les physiciens ont imaginé une expérience qui a ensuite été réalisée en laboratoire. Dans cette expérience, 2 sources émettent des photons, les particules de lumière, vers 3 observateurs, Alice, Bob et Charlie. En reproduisant l'expérience un grand nombre de fois, les chercheurs obtiennent des statistiques sur les mesures. Par ailleurs, ils montrent que ces statistiques sont impossibles à décrire par la théorie quantique réelle. Ensuite, pour s'assurer que les statistiques observées ne pouvaient être décrites par aucun système quantique réel, nous nous sommes appuyés sur un concept puissant connu sous le nom d'autotest. Celui-ci permet à un scientifique de certifier à la fois un appareil de mesure et le système qu'il mesure. Qu'est-ce que cela signifie? Imagine un appareil de mesure, par exemple une balance. Pour garantir sa précision, il faut la tester avec un étalon de masse certifié. Mais comment certifier cette masse? Vous devez utiliser une autre balance qui doit elle-même être certifiée et ainsi de suite. En physique classique, ce processus n'a pas de fin. De façon surprenante, dans la théorie quantique, il est possible de certifier simultanément un système mesuré et un appareil de mesure, comme si la balance et la masse à tester vérifiaient mutuellement leur étalonnage. En gardant à l'esprit l'autotest, notre preuve d'impossibilité s'est déroulée comme suit. Nous avons conçu une expérience dans laquelle, pour n'importe quel résultat de Bob, les statistiques de mesure d'Alice et de Charlie ont autotesté leur état quantique partagé. En d'autres termes, les statistiques de l'une confirment la nature quantique de l'autre et vice-versa. Nous avons constaté que la seule description des dispositifs compatibles avec la théorie quantique réelle devait être précisément la version Pal-Vertesi-Makak-Mosca-Jinsin, dont nous savions déjà qu'elle ne fonctionnait pas pour un réseau quantique. Nous sommes donc parvenus à la contradiction que nous espérions. La théorie quantique réelle était falsifiable. Cette prédiction théorique devait encore passer l'épreuve de l'expérience en conditions réelles. Or, un dispositif en laboratoire n'est jamais parfait et ne reproduit pas exactement l'expérience de pensée idéalisée. Ces imperfections allaient-elles laisser une petite fenêtre pour sauver la théorie quantique réelle?
explication était très similaire à celle du théorème de Bell. Nous avons ainsi défini une inégalité de Bell pour la théorie quantique réelle et trouvé qu'elle pouvait être violée par la théorie quantique complexe, même en présence de bruit et d'imperfections. Cette inégalité et la prise en compte des conditions réalistes d'une expérience de laboratoire rendaient notre approche testable en pratique. La bonne nouvelle est que dans le cadre de notre démonstration, la précision expérimentale requise pour falsifier la théorie quantique réelle, bien qu'exigeante, était à la portée des technologies actuelles. Lorsque nous avons annoncé nos résultats, nous espérions que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un, quelque part, relève le défi. Cela s'est produit vite. 2 mois seulement après avoir rendu notre découverte publique, un groupe d'expérimentateurs de Shanghai a rapporté avoir mis en œuvre notre expérience de pensée avec des qubits supraconducteurs, c'est-à-dire la version quantique des bits d'ordinateur. À peu près au même moment, une équipe de Shenzhen nous a aussi contactés pour discuter de l'adaptation de notre expérience avec des systèmes optiques. Quelques mois plus tard, nous avons pris connaissance d'une autre version optique de l'expérience, également réalisée à Shanghai. Dans chaque cas, les expérimentateurs ont observé des corrélations entre les mesures que la théorie quantique réelle ne pouvait pas expliquer. Bien qu'il reste encore quelques lacunes expérimentales à combler, ces 3 expériences prises ensemble rendent l'hypothèse quantique réelle très difficile à soutenir. Sonder toujours plus loin, nous savons maintenant que ni la théorie classique ni la théorie quantique réelle ne sont en mesure d'expliquer certains phénomènes du monde. Dans la même logique, si de futures versions de la théorie quantique sont proposées comme alternative à la théorie standard, une technique similaire sera peut-être une voie efficace pour tenter de les exclure. Mais pourrions-nous aller plus loin et falsifier la théorie quantique standard elle-même? Si nous parvenions à le faire à l'heure actuelle, nous n'aurions pas de théorie alternative pour décrire le monde microscopique. Mais les physiciens ne sont pas certains que la théorie quantique standard est nécessairement juste. Elle n'a pas été complètement testée dans certains régimes, par exemple avec des systèmes comprenant un très grand nombre de particules. A l'inverse, certains chercheurs tentent de prouver qu'aucune théorie autre que la théorie quantique ne fonctionne. Une de nos collègues, Mirjam Wellenman et Roger Kolbeck, tous deux à l'Institut d'optique quantique et d'information quantique à Vienne, ont récemment soutenu qu'il serait possible d'écarter toutes les théories physiques alternatives par le biais d'expériences appropriées de type Bell. Si cela était confirmé, ces expériences montreraient que la mécanique quantique est en effet la seule théorie physique compatible avec les observations expérimentales. Cette possibilité est vertigineuse. Pouvons-nous vraiment espérer démontrer que la théorie quantique avec les nombres complexes est si spéciale? Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as compris le sujet, les explications, le cœur
c'est pas pour l'algorithme, je sais pas quoi là. C'est vraiment parce que je trouve que c'est hyper dur à comprendre, que j'ai rien compris et que je veux savoir qui sont les coriaces et les vrais entre guillemets qui ont fini de regarder la vidéo. Mais bizarrement, j'ai pas trop eu de problème à lire ni avec la lecture de certains mots, etc. Bon, je te dis à bientôt dans une